Bonsoir tout le monde. J'inviterai ceux et celles qui sont debout à vous asseoir. Alors je me présente, je m'appelle Mouloud Didir, je suis le responsable du secteur Vivre Ensemble au Centre Justice et Foi. Le secteur Vivre Ensemble, c'est le secteur donc ici au Centre Justice et Foi qui s'occupe des enjeux d'immigration, de protection des réfugiés, les enjeux relatifs au pluralisme. Donc le secteur que vous connaissez davantage, c'est la revue Relations, mais il y a également donc ce secteur Vivre Ensemble. Je vous invite donc à le découvrir soit en allant sur le site internet de notre organisme www.cjf.qc.ca/VE. Si vous voulez recevoir également l'information relative à nos publications, il y a ce dépliant que vous pouvez vous procurer parce qu'on publie un webzine également, et nous avons également une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous inscrire. Alors voilà, donc je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette soirée, donc placée sous le thème migration et hospitalité. Je tiens tout de suite à vous dire que cette table ronde est conjointement organisée par le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi et le comité migration de la province jésuite du Canada français. En tout cas, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savent, mais plusieurs œuvres jésuites œuvrent à l'échelle internationale pour la défense des droits fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées par le biais d'une structure appelée le Service jésuite aux réfugiés et migrants. D'ailleurs, cette thématique de l'hospitalité préside à l'esprit de nombreuses campagnes de plaidoyer et de défense des droits des migrants qui sont précisément menées par des structures affiliées aux organisations jésuites, notamment à l'échelle de l'hémisphère américaine et des Caraïbes. Donc la soirée de ce soir s'inscrit quelque part essaye de faire écho donc à ces différentes campagnes, au même titre d'ailleurs que l'édition de ce printemps du webzine Vivre Ensemble, qui a pour thème l'hospitalité pour briser l'isolement des personnes migrantes. Donc vous pourrez vous le procurer d'ailleurs pendant la pause qui suivra. La soirée de ce soir vise aussi et surtout à analyser les grands reculs que connaît notre pays en matière de droits des migrants. Les conférenciers et conférencières de ce soir vont vous en faire un portrait, tout en vous partageant quelques luttes qui se mènent actuellement au Québec et au Canada. On verra aussi que notre société est riche d'expériences en matière de lutte en faveur de l'accueil et de la défense des droits des migrants et réfugiés. Toutes ces expériences d'accueil qui nous caractérisent comme société demeurent toutefois à actualiser et aussi à consolider, surtout dans le contexte actuel au Canada qui est marqué par de grands reculs aux droits des migrants. Alors, le plaidoyer de ce soir en est un donc pour la solidarité et l'entraide avec les différents groupes partenaires de la société civile qui œuvrent auprès des personnes migrantes, surtout pour briser l'isolement des personnes migrantes qui se trouvent en situation de précarité ou d'exclusion, en raison principalement de la contradiction violente entre les nécessités de leur existence et le pouvoir des intérêts dominants incorporés dans les pratiques de nos États. En somme, la question des droits des migrants ou le droit d'asile ne sont pas réductibles à une simple question juridique ou à des discours philosophiques abstraits. C'est une longue exigence qui est aussi à inscrire dans le long combat démocratique qui caractérise toute société, et ce combat est à la dimension de notre liberté et de notre imagination politique. À nos yeux, lutter pour l'obtention de la citoyenneté ou pour enrayer les mécanismes de l'exploitation et de la domination qui affligent les migrants n'est pas pour nous une question de défense de droits sectoriels, mais au contraire une lutte pour la visibilité sociale des sans-voix, en combattant la chaîne de l'exclusion, une exclusion qui commence d'abord avec la désignation des statuts, mais qui se poursuit ici avec la précarisation des conditions de vie qui découlent des statuts migratoires qui sont promus par les politiques actuelles. Donc cette soirée se propose, vous l'aurez compris, de réfléchir aux enjeux sous-jacents aux politiques migratoires canadiennes dans une optique qui se situe en dehors des visions utilitaristes et économicistes qui sont largement dominantes. Les lieux où cet enjeu est ainsi pensé me semblent plutôt rares dans la société, et la thématique de l'hospitalité nous apparaît donc dans ce cadre comme une optique porteuse et, espérons-le, mobilisante pour tous et toutes. Donc avant de vous présenter nos personnes ressources, je vous inviterai dans un premier temps à une petite mise en route visuelle avec la thématique de la soirée. Nous avons pour cela préparé un court PowerPoint sur un léger fond musical. C'est un visuel qui est notamment accompagné de citations qui sont directement puisées dans l'édition de ce printemps de notre webzine Vivre Ensemble, que je vous invite encore une fois à vous procurer à la pause. Donc, en vue de vous introduire à cela, je vais donner brièvement la parole à mon collègue Marco Veilleux, qui est le concepteur de ce PowerPoint, et je le remercie en votre nom à l'avance. Bonsoir.
Alors bonsoir. Donc nous allons amorcer cette soirée de réflexion en nous laissant d'abord rejoindre et toucher intérieurement par des réalités et des interrogations relatives à la migration et à l'hospitalité. Alors ce bref diaporama dure 4 minutes et il évoquera quelques-uns des enjeux qui seront par la suite approfondis par les panélistes. Je vous invite donc à vous laisser porter par ces phrases, comme dit Mouloud, qui sont extraites d'articles du webzine Vivre ensemble. Laissons-nous toucher par ces images qui défileront donc sur fond musical. Laissons-nous surtout interpeller par ces visages évoquant la réalité bien concrète des personnes migrantes et réfugiées, de même que l'engagement de ceux et celles qui les accompagnent par amitié et solidarité.
Allez-y. Alors, merci beaucoup Marco, en votre nom encore une fois. Donc vous avez bien vu à travers ce diaporama que quand on parle de politique migratoire, surtout ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est les personnes humaines qui sont en cause dans ces enjeux. Donc c'est d'abord pour toutes ces personnes que nous faisons ce que nous faisons en fait. Donc quelques mots sur le déroulement de la soirée de ce soir. Donc nous avons 3 panélistes avec nous que je vais vous présenter dans l'ordre de présentation, donc dans l'ordre où ils prendront la parole. Avant donc de les présenter et de leur donner la parole, je vous donne quelques repères. Nous avons donc 3 personnes, une vingtaine de minutes chacune, ce qui fait à peu près 1 heure. Au terme des présentations, nous prendrons une pause de 10 à 15 minutes et nous aurons donc ensuite une période d'échange qui va varier entre 50 minutes et 1 heure. Nous envisageons donc de terminer vers 21h30 et on va essayer d'être discipliné dans les temps et donc pour terminer à temps. Voilà, alors la première présentation, la première personne en fait qui va prendre la parole est monsieur Victor Péché, qui est donc à ma droite, au bout, à l'extrême droite sur cette table. Il est sociologue, il est démographe, il est spécialisé dans le domaine des migrations internationales. Depuis une dizaine d'années, il s'intéresse à la problématique des migrations internationales dans le contexte de la mondialisation, avec un accent particulier sur les droits des travailleurs migrants. Il a dirigé plusieurs enquêtes sur l'immigration tant en Asie, pas en Asie, en Afrique de l'Ouest qu'à Montréal. Ses recherches ont également porté sur l'intégration économique des migrants et migrantes tant à Montréal que donc dans plusieurs villes de l'Afrique de l'Ouest, Ouagadougou, donc capitale du Burkina, Bamako, capitale du Mali, ou même Dakar, capitale du Sénégal. Alors si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur Google. Je ne rends pas justice, bien entendu, à son parcours académique, ni à la richesse des interventions qui ont ponctué son parcours. Brièvement, la première présentation, donc c'est lui qui va la faire. On lui a demandé de nous dresser un portrait des grandes orientations des politiques canadiennes actuelles des dernières années, en vue peut-être de nous faire comprendre en quoi elles sont à la fois en rupture avec la tradition qui caractérisait le Canada comme modèle en matière migratoire, mais surtout aussi en vue de voir comment, dans le paradigme utilitariste et largement sécuritaire qui caractérise les politiques canadiennes des dernières années, nous constatons là des reculs importants, notamment à l'accueil. Alors, Victor Péché, la parole est à vous pour 20 minutes. Merci. En fait, je ne vais pas beaucoup parler de politique canadienne. Je vais parler plutôt de politique d'une façon globale, parce que cela concerne tous les pays, y compris le Canada. Et la tendance, quand je parle de régime migratoire mondial répressif, c'est une tendance mondiale et le Canada ne fait pas exception à ça. C'est sûr que je vais faire quelques références au Canada, mais je vais surtout me concentrer sur ce que j'ai perçu comme étant l'évolution actuelle des politiques migratoires un peu partout dans le monde. Voilà. Je me suis si on regarde le texte de présentation de la soirée, j'ai pris une phrase dans le texte, penser une politique migratoire au-delà de la seule logique économiste et utilitariste. C'est en fait de montrer à quel point cette logique économiste et utilitariste, et je pourrais même rajouter cette politique de sécurisation, je crois que c'est le terme qui est utilisé maintenant, qui est le troisième concept dans le triptyque là, qui régit actuellement les politiques migratoires. Ce qui caractérise actuellement le discours international, c'est ce fameux slogan « gagnant, gagnant, gagnant », le win-win-win. C'est vraiment actuellement le mot d'ordre. Les organisations internationales, les gouvernements utilisent énormément cette approche. Et en fait, je pense que je vais surtout m'attaquer à ce slogan pour en démontrer, démontrer un peu les limites de ce slogan qui est utilisé un peu partout actuellement. Je vais faire ça sous forme de 5 questions et je vais être très bref sur chacune des questions, mais je lance des idées, puis on pourra toujours en débattre à la deuxième heure. Est-ce que j'ai mis mythe entre parenthèses parce qu'effectivement les questions peuvent être formulées sous forme d'affirmation. Est-ce que la migration est massive?
Est-ce que les théories actuelles sont pertinentes pour comprendre l'immigration dans le contexte mondial? Le slogan « win-win-win » est-il approprié? J'utilise « win-win-win », c'est l'expression anglophone parce que c'est ce qui est utilisé actuellement dans la littérature. La migration temporaire est-elle la solution? Et ça, évidemment, ça me donnera l'occasion de parler du Canada. Et l'approche actuelle, cette fameuse approche win-win-win, est-ce qu'elle conduit, comme on pensait à l'origine, est-ce qu'elle conduit à l'ouverture ou à la fermeture des frontières? Question 1. Le premier, j'ai résumé ça sous forme de 3 mythes, là. Le premier, c'est on entend aujourd'hui dans presque tous les textes que nous sommes témoins de migration massive, sans précédent. Et pourtant, si vous regardez les statistiques, 97% de la population mondiale vit dans son pays de naissance. On parle donc d'un phénomène qui touche à peu près 3% de personnes dans le monde. C'est à peu près 214 millions de personnes. C'est des chiffres, des derniers chiffres que les Nations Unies produisent. À partir des recensements, on sait quelles sont les personnes qui sont nées à l'étranger dans chacun des pays. Je pense que la confusion dans la littérature, elle se fait actuellement, pas juste dans la littérature, mais dans les discours entre migration et mobilité. Je pense qu'effectivement, il y a un accroissement considérable de la mobilité sous toutes ses formes, et en particulier la mobilité sous forme de voyage et tourisme. Mais la migration, si on veut utiliser ce terme, il exprime d'une façon assez, je dirais, consensuelle. Il y a un consensus sur le fait qu'une migration implique un changement de résidence. Que c'est quelqu'un qui quitte un pays pour aller vivre dans un autre pays. Et ça, on appelle ça la migration internationale. Donc, et le deuxième qui est relié au premier, c'est que non seulement la migration est massive, dit-on, mais en plus, il y a eu une augmentation considérable. Eh bien, non. Globalement, depuis les années 50, où on a les chiffres, le 3% est demeuré inchangé. C'est sûr que les nombres augmentent. On est passé de 150 millions à 215 millions. Mais si on rapporte ça à la population totale, en démographie, on aime bien calculer des taux ou des pourcentages, mais de façon relative, le 3% est demeuré inchangé. Il y a une légère augmentation pour les pays développés, et en particulier les pays d'immigration, mais on parle de peut-être 9%. Une augmentation de 5 à 9 %. Vous savez, en démographie, quand on a des tableaux statistiques puis qu'on a dans une cellule un 3 %, on n'en parle même pas. Et ça donne une idée de la politisation d'un phénomène. C'est-à-dire, statistiquement, c'est un phénomène qui est, entre guillemets, négligeable. Je parle bien statistiquement, négligeable, mais on a l'impression qu'actuellement, on est envahi. Hein? C'est vraiment ce sentiment d'invasion on en parlait tout à l'heure, dont on entend le plus parler, que ce soit ici ou en Europe, c'est la même chose. Le troisième mythe, c'est le mythe de l'invasion, justement, par les migrants illégaux. J'ai mis illégaux entre parenthèses, entre guillemets plutôt, parce que c'est le terme utilisé dans le discours officiel, et on se sert de cette idée d'invasion pour justifier des politiques restrictives aux frontières. Toute la problématique européenne actuellement, et au Canada de plus en plus, est basée sur cette idée qu'il y a une invasion là, de gens qui veulent absolument rentrer dans les pays de façon illégale. Et évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est que la vaste majorité des populations dites illégales sont entrées de façon légale. Alors, le problème n'est pas un problème d'entrée aux frontières, mais bien un problème de personnes, une question de personnes qui, une fois rentrées, restent. Ce qu'on appelle en anglais des overstayers, des gens qui restent plus longtemps qu'une fois que leur visa est terminé, vont rester. Oui? Et donc, quand on pense aux milliards, et là, c'est des milliards de dollars qui sont investis actuellement pour sécuriser les frontières, construire des murs, développer des technologies sophistiquées, des drones, tout ce que vous voulez. C'est des milliards et des milliards de dollars qui sont utilisés actuellement au nom de la sécurisation des frontières, et alors que le problème n'est pas du tout là. Ouais.
On pourra peut-être en revenir tout à l'heure. La deuxième question, c'est sur les théories. Bon, évidemment, on pourra en dire très long là-dessus. Il est clair que les théories migratoires ont beaucoup évolué depuis les années 60, mais on en reste toujours sur la migration. C'est-à-dire, on ne se pose jamais la question sur pourquoi les gens ne migrent pas. Parce qu'on a l'impression que le discours donne, c'est que tout le monde veut quitter son pays. Il y a eu un sondage fait par Gallup International qui... On peut penser ce qu'on voudrait de la validité de ça, mais en tout cas, c'est indicatif sur... Si vous aviez l'occasion, c'est un sondage qui a été posé un peu partout dans le monde, donc un échantillon représentatif de la population mondiale. Si vous aviez l'occasion, l'opportunité, est-ce que vous quitteriez votre pays? Et on a des pourcentages très faibles, comme entre 15 et 16 %. Et c'est pas massif, là. Évidemment, il y a des continents qui sont plus importants, des régions qui sont plus importantes. On pense à la région africaine où le taux monte à 30 %, mais là, évidemment, on peut comprendre que des situations, mais en général, les gens veulent rester chez eux. C'est ça qu'il faut comprendre. La problématique réelle, c'est que la majorité des gens aimeraient rester chez eux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne veulent pas migrer, mais et si les gens migrent, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de choix. Aussi, les théories sont très axées, malgré qu'on insiste sur les aspects structurels, les causes plus politiques et économiques. Malgré ça, on en reste encore au facteur individuel. La personne qui a un capital humain, qui décide, qui va migrer pour améliorer sa situation. Alors qu'en fait, les facteurs familiaux et structurels sont parfois plus importants, pour ne pas dire quasiment uniquement importants, dans la mesure où je disais tout à l'heure que la plupart des gens, s'ils avaient le choix de pouvoir vivre de façon décente, resteraient chez eux. Et d'ailleurs, si vous regardez les pourcentages ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui quittent le Québec. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui quittent le Canada. Il y en a, puis tant mieux. J'ai rien contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens ont tendance à rester dans leur pays. Bon, je ne parlerai pas de théorie. Je n'ai pas le temps. Le slogan est-il approprié? Alors, d'où vient ce slogan? OK? Il y a un auteur qui s'appelle Bimal Ghosh, c'est un économiste très réputé qui avait sorti un livre en 2000 qui disait que la migration bien gérée peut s'avérer positive pour tout le monde. Les pays d'origine, les pays de destination et les migrants et les migrantes eux-mêmes. C'est ça le win-win, OK? Le win-win-win. Et il prônait un régime mondial de gestion. Le problème avec cette approche, ce n'est pas l'approche elle-même, c'est le détournement. J'ai déjà appelé ça le détournement d'un paradigme. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'économiste en question avait une vue assez positive de la migration, mais ça a été réutilisé. Ça a été réutilisé par les gouvernements pour essentiellement deux choses, accélérer et développer des mécanismes de contrôle pour avoir des mécanismes aux frontières beaucoup plus efficaces, et la signature d'accords bilatéraux avec les pays d'immigration ou de transit. Ça, évidemment, c'est le cas européen surtout, mais on voit aussi cette situation entre les États-Unis et le Mexique, où on essaie de convaincre les pays en question, les pays d'immigration de transit, à essayer d'empêcher les gens de partir. Le cas typique, c'est la Libye. Du jour au lendemain, l'Italie a décidé de donner des millions via l'Union européenne à la Libye, au temps de Kadhafi, pour empêcher les gens de partir, et effectivement, c'est ce qu'il a fait, et ça a donné des résultats extrêmement tragiques pour un bon nombre de migrants, parce que vous saviez, c'était une filière très importante, qui partait du Sénégal, qui partait de l'Afrique de l'Ouest, et puis qui allait vers le Niger, et qui montait, qui sortait à Libye, puis qui aboutissait en Italie. Ça a été une filière migratoire extrêmement importante. J'utilise souvent l'analogie des fourmis. Hein? C'est des fourmis qui... Vous avez déjà vu des fourmis qui se suivent. Vous vous demandez comment elles font. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Dans le cas des filières migratoires, il y en a très peu qui reviennent, mais vous avez ces fourmis qui s'en vont. Et si vous arrivez à un moment donné, puis vous mettez votre pied dessus pour arrêter cette marche, les fourmis deviennent complètement folles, elles ne savent plus où aller, etc. Éventuellement, elles vont retrouver une autre filière, hein? Mais entre-temps, c'est la tragédie et c'est exactement ce qui est arrivé pour de nombreux migrants africains qui ont été pris aux frontières du Niger et de la Libye.
Mais le Maroc aussi est embarqué là-dedans, et la Mauritanie, le Sénégal, etc. La migration temporaire est-elle la solution? Il y a aussi, assez curieusement, maintenant, ça ne me surprend plus, mais à l'époque, je dis, c'est quoi? On revient au Guest Worker Program, hein, au programme de travailleurs temporaires qui avait été abandonné dans les années 70 en Europe en disant « jamais plus », parce que c'était pas des bons programmes, et puis, etc. Bon. Eh bien, on est revenu un peu à cette idée. Alors, pourquoi? On dit que pour les pays d'origine, la migration est positive à cause des transferts monétaires. C'est vrai. Mais c'est vrai dans quelques cas seulement. Dans la vaste majorité des cas, les transferts monétaires ne participent pas au développement du pays. Le cas d'Haïti. S'il y a un pays où les transferts monétaires ont été importants depuis des années et des années et des années, si vous connaissez la situation en Haïti, on ne peut pas parler de développement. Le cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, que je connais bien. Un siècle de migration circulaire. Un siècle de transfert monétaire. Et le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, les transferts monétaires sont importants pour des familles, pour permettre aux familles de survivre. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas pourquoi les transferts monétaires n'ont pas produit le développement. Il faut plutôt se dire qu'est-ce qui serait arrivé à ces familles s'il n'y avait pas eu ces transferts monétaires. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut le voir d'une façon micro, hein, d'une façon des familles. Dans les pays de destination, c'est sûr que la migration, il y a des débats là-dessus au Québec dernièrement, mais c'est complètement farfelu de dire que la migration n'a pas d'impact économique. La migration compte des besoins en main-d'œuvre, dans certaines occupations du moins, et puis ça, je pourrais en dire long là-dessus, sur l'impact économique de l'immigration, on pourrait y revenir. Et c'est vrai aussi que pour les migrants et les migrantes, la migration est importante. Ça leur donne accès à des emplois mieux rémunérés qu'ils peuvent trouver dans leur pays d'origine. La question est maintenant qu'on doit se poser autour de la migration temporaire, c'est des conditions autour desquelles ça se fait. Le résultat... 5 minutes, OK. Le résultat de... Je n'aurai pas le temps de faire ma 5e question. Parfait, on la fera en discussion. Les résultats politiques, c'est qu'actuellement, on assiste à des politiques migratoires à plusieurs vitesses. OK? Il y a des politiques migratoires qui visent des travailleurs qualifiés. Ça, les travailleurs qualifiés, ils sont voulus, hein, et on leur donne une possibilité de résidence permanente. Et ça comprend les temporaires. Okay? Les travailleurs qualifiés qui viennent ici avec des contrats temporaires, on facilite leur accès à la résidence permanente. Okay? Donc, ce n'est pas tous les programmes de travailleurs temporaires qui sont, comment dirais-je, qui ne respectent pas les droits. Okay? Donc, il y a plein d'études là-dessus qui montrent que le Canada essaie de faciliter la résidence permanente pour ces gens-là. Là où ça pose le problème, c'est pour les moins qualifiés. Ici, je parle des temporaires. Okay? Alors là, on pourra en parler longuement, si vous voulez, en débattant. C'est un sujet qui m'a préoccupé pendant plusieurs années. Et puis, il y en a une autre pour les non-désirés. Le terme qu'on utilise en Europe maintenant, c'est-à-dire les irréguliers. C'est le terme que j'utilise. Et là, il y a un autre terme qui est sorti que j'aime beaucoup, c'est qu'on parle des irrégularisés. C'est un terme qui, à mon avis, exprime beaucoup plus, sont des gens qui souvent étaient réguliers, qui sont devenus irréguliers, des irrégularisés. Le cas du Canada, on reviendra, si vous voulez, en discussion. Le Canada, maintenant, a recours à des programmes de travailleurs temporaires. C'est devenu extrêmement important. Ça pose des problèmes. Et j'aimerais quand même terminer cette 4e question en disant que je ne suis pas contre les programmes de travailleurs temporaires, mais pour moi, il y a 5 conditions minimales qui ne sont pas respectées actuellement. La première, c'est que la nature temporaire du travail devrait être une option et non une obligation. Le discours qu'on entend chez beaucoup de gens, hein, qui vont dire « mais de toute façon, ils ne veulent pas rester. Pourquoi? » Alors moi, je dis « ah, ben s'ils ne veulent pas rester, OK. Je n'ai pas un problème pour voir que les gens veulent circuler. Mais s'il y en a qui veulent rester, je pense que cette option-là devrait leur être offerte comme on le fait pour les travailleurs qualifiés actuellement. Le travailleur ne devrait pas être attaché contractuellement à un seul employeur. C'est là où se fait le plus d'abus. Il devrait y avoir une liberté de circulation dans le marché, du moins peut-être dans le secteur si on ne veut pas trop effaroucher les gens,
En Espagne, par exemple, les travailleurs temporaires qui rentrent ont un visa pour travailler, non pas pour un employeur, mais pour un secteur, la restauration, par exemple. Ils peuvent circuler. Évidemment, c'est très intéressant pour le travailleur parce que si ton employeur, tu ne l'aimes pas ou il ne te paye pas ou il t'emmerde, tu en vas chercher un autre. Et si dans la restauration, l'autre à côté paye mieux, tu vas aller chez lui qui paye. Une relative liberté de circulation. Il faut des mécanismes, il n'y en a pas exactement, des mécanismes indépendants et efficaces pour gérer la protection des droits des migrants et des migrantes. Actuellement, souvent, ça passe par le consulat, et on sait que les consulats sont de connivence avec des employeurs. On a vu ça avec le cas des Mexicains. Il faut des mécanismes indépendants pour pouvoir traiter des abus. Et il faut surtout que ces abus-là, actuellement, la seule façon qu'on peut se plaindre, c'est si le travailleur se plaint lui-même. Hein? En anglais, ils disent « complaint-based ». Ben, à mon avis, il faut que ces abus-là puissent être transmis autrement que uniquement par plainte, parce qu'il n'y a pas un travailleur temporaire qui va aller se plaindre, okay? Parce qu'il ne reviendra pas, puis il veut revenir. Et les cas d'abus doivent être punis sévèrement. Et là, c'est ça que je viens de dire, et pas reposer uniquement sur les plaintes des victimes. Puis évidemment, c'est mon dada, le Canada doit signer la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. J'ai fait une petite recherche là-dessus il y a quelques années, parce que je me disais, pourquoi ils ne veulent pas signer cette Convention? Et je disais, j'ai rencontré plusieurs politiciens, des 3 partis politiques au fédéral, puis je leur disais, écoutez, le Canada actuellement donne ces droits-là aux migrants. Vous regardez la Convention, et tous les droits qui sont dans la Convention sont maintenant octroyés aux immigrants permanents. Okay? Ce qui n'est pas le cas ailleurs nécessairement dans le monde. Et dans ce sens-là, le Canada est un bel exemple. Et on m'a donné plusieurs raisons. Et finalement, à force de gratter, la raison principale, c'est que si le Canada signe cette convention, il devrait complètement chambouler ses programmes de travailleurs temporaires. Parce que les programmes de travailleurs temporaires ne respectent pas plusieurs articles de la Convention. Alors, ma 5e question, je vais juste répondre. L'approche globale implique-t-elle des politiques plus ouvertes? La réponse est non. On assiste présentement à une augmentation considérable du discours anti-immigration, mais surtout des mesures. Pas juste le discours, des mesures surtout pour les plus vulnérables, les réfugiés, les irréguliers, les temporaires. Et j'avais identifié 12 obstacles. Pour moi, la migration internationale, c'est comme une course à obstacles. Hein? Une personne qui veut partir de chez lui doit franchir 12 obstacles avant d'arriver. Et puis à chaque obstacle, il peut se faire... alors, je vais aller vite, OK? Je ne vais même pas les commenter. Okay? Décourager l'immigration à sa source, échapper au trafic humain. Si tu veux migrer, mais actuellement, puis tu ne peux pas avoir de visa, il faut que tu passes par un passeur. Il y a des passeurs honnêtes, puis il y a des passeurs qui sont malhonnêtes. Puis il y a un crime organisé autour de ça. Trafic humain. Éviter l'interception. De plus en plus d'interceptions en mer. On a vu un bateau tout à l'heure. C'est dramatique actuellement ce qui se passe. Franchir des murs. Il y a 25 pays actuellement qui ont construit des murs aux frontières, des véritables murs. Ça comprend évidemment les États-Unis et le Mexique. Survivre au contrôle frontalier. Alors là, ici, c'est toute la question de la technologie utilisée actuellement pour détecter des gens qui essaient de traverser les frontières. Éviter l'expulsion. Aux États-Unis, c'était l'année passée le plus grand nombre d'expulsions jamais dans l'histoire des États-Unis. Faire face à l'impunité des agences privées. Actuellement, les gouvernements privatisent les fonctions de contrôle aux frontières. Or, ces compagnies-là, ces industries-là, c'est une industrie multimillionnaire, n'ont pas à répondre devant la population, n'ont pas à répondre. Et donc, il y a une certaine impunité. Survivre à la peur d'être pourchassé, j'en aurais long à dire là-dessus. Éviter la détention. Là, il y a énormément de migrants maintenant qui sont en détention. Faire face au durcissement des politiques. Vivre avec des droits réduits. On enlève de plus en plus des droits qui existaient avant dans le passé, puis risquer la mort. Ça, évidemment, c'est tous les jours qu'on entend on parle de la Méditerranée comme le désert marin. Moi, je parle aussi du Mexique comme le désert, comme le cimetière plutôt, le cimetière marin et le cimetière désertique. Merci.
Merci beaucoup Victor pour le tour de force qui consistait à résumer beaucoup de choses en très peu de temps, désolé, mais vous aurez certainement le temps dans la période d'échange de revenir pour préciser des points ou pour en élaborer d'autres. 2 points peut-être qu'il ne faudrait pas oublier, c'est les statistiques que vous avez données pour montrer en quoi finalement nous avons quelque part sur le plan statistique quelque chose qui est de l'ordre d'un invariant au niveau donc de la proportion, donc ce fameux 3%, même si les nombres augmentent, mais proportionnellement on voit que ce mythe de l'invasion, donc il mérite d'être remis en cause, notamment par des données. Et vous avez aussi parlé des conditions que vous jugez utiles pour une meilleure défense des droits des travailleurs temporaires, vos 5 obligations. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Certains plaident pour l'abolition de ces programmes, d'autres plaident pour pour qu'on vérifie leur constitutionnalisation. Mais en tout cas, ce sont tous des éléments qu'on va approfondir pendant la période d'échange qui va suivre finalement. Non, je voulais parler des chartes de droit. Alors, la deuxième personne qui va parler désormais, c'est Marie-Claire Roufagari, qui est juste ici à ma droite. Marie-Claire œuvre dans le domaine de l'intervention interculturelle et de l'immigration depuis plus de 15 ans. Elle est coordonnatrice de la formation à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, mieux connues sous le sigle de la TCRI. Elle œuvre aussi au service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal, le CIIM. Elle est membre du comité consultatif sur l'accessibilité au service des communautés ethnoculturelles du Centre Jeunesse de Montréal. Et ses principaux champs d'intérêt sont l'immigration, l'exil, la médiation et la négociation interculturelle. Nous lui avons demandé de parler de quelques-uns des écueils qui se posent actuellement pour mieux améliorer nos politiques d'intégration, comment penser les enjeux d'intégration qui se posent aux personnes migrantes en milieu interculturel, à la fois dans les grands centres urbains et en région, dans une optique de lutte à l'exclusion, mais aussi identifier quelques-unes des... qu'est-ce qui prévaut comme inadaptabilité au niveau, si vous voulez, des politiques pour rendre, si vous voulez, nos mesures politiques beaucoup plus accueillantes pour les défis qui se posent actuellement, à la fois au Québec et au Canada. Donc, une vingtaine de minutes. Désolé également de vous presser, Marie-Claire, mais c'est la règle. Okay, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce moment pour discuter des enjeux, j'imagine, qui nous interpellent tous. Alors, moi, ma posture, c'est que depuis 1995, je coordonne Québec qui travaille auprès des nouveaux arrivants dans leurs 5 premières années. Alors c'est intéressant. Le Québec, dans ses politiques d'immigration et d'intégration, a pensé à la bidirectionnalité, c'est-à-dire que ceux qui arrivent doivent être préparés pour s'intégrer dans leur nouvelle société, mais ceux qui accueillent aussi. Et devinez là où le bas blesse, je pense qu'on a oublié de préparer ceux qui accueillent. Et je crois qu'aujourd'hui, la masse critique est atteinte. Au départ, au niveau des intervenants qui travaillent soit en accueil, en francisation, ou en employabilité, ou en régionalisation, et malheureusement, il y en avait aussi en jumelage qui ne le sont plus. On y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que si on parle d'accueil et d'hospitalité, il faudrait redynamiser d'entrée de jeu les programmes de jumelage. Alors, M. Piché vient de nous brosser un peu le contexte légal dans lequel ces gens arrivent. Joanne Doyon, une avocate en droit d'immigration il y a plusieurs années, disait que nous sommes une société de droit, mais qu'il faut de plus en plus se battre pour ces droits-là. Et malheureusement, maintenant, même ceux qui se battaient pour les droits des plus démunis et des plus vulnérables dans notre société sont muselés et condamnés à assister impuissants à toutes sortes de souffrances. Je m'explique. En fait, dans les intervenants qui interviennent auprès des nouveaux arrivants, nous en avons qui interviennent en protection. Il y en a d'ailleurs dans la salle qui œuvrent depuis plusieurs années au niveau humanitaire de façon incroyable. Et actuellement, dans les demandes qu'ils nous font, c'est de dire Marie-Claire, nous avons besoin nous-mêmes des supports. Parce que nous devons assister, impuissants, nous qui avons travaillé à protéger ces personnes et à pouvoir rester, nous sommes condamnés à les voir partir impuissants. Alors c'est assez, je vous dirais, en termes de frustration. On est en train de parler d'ailleurs de trauma secondaire pour ces intervenants. Je dirais aussi qu'en fait, l'autre élément, c'est que même pour ceux qu'on a choisis, le fait qu'on a oublié de préparer la société, parce que ceux qui sont supposés accueillir, ce sont les citoyens, mais on a oublié de les préparer. Alors je vous dirais qu'actuellement, ce n'est pas juste les organismes d'accueil des nouveaux arrivants qui nous interpellent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 2000,
je suis impliquée dans le service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal, quand nous nous sommes rendus compte que la plupart de nos institutions, en fait, fonctionnent comme s'il n'y a jamais eu d'immigration. Alors, quand il y a un petit nombre, ça va encore, mais quand ça va en augmentant, je peux vous dire que ça pose un problème. Et en plus, quand ceux qui arrivent se retrouvent face à toute forme d'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, je peux l'affirmer, toute institution et toute organisation qui n'a pas adapté exclut. Alors, je me dis, au niveau de l'accueil, comment on accueille en excluant? Cohen Emerick, qui a travaillé au niveau de l'interculturel, le dit très bien, l'intégration est tout sauf l'exclusion. Alors, ça veut dire que la rencontre avec les nouveaux arrivants et les citoyens va se poser dans un contexte où nos politiques vont malheureusement de plus en plus en mettant beaucoup de pression au niveau de ceux qui arrivent et aussi de ceux qui accueillent, et aussi avec des pratiques qui ne sont pas adaptées. Et là, je dirais en fait que je ne comprends pas qu'au moment où on se parle, moi j'ai enseigné aussi à l'UQAM en travail social, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, nous qui sommes une société d'immigration, la question de l'immigration ne traverse pas toutes nos facultés. Qu'on soit médecin, qu'on soit travailleur social, qu'on soit enseignant, qu'on soit intervenant dans les maisons d'hébergement, peu importe où on est aujourd'hui, la question de l'immigration est présente. Alors si je pouvais catégoriser, je dirais que Montréal accueille la grosse majorité de l'immigration sélectionnée, donc plus de 72% des 55 000 qui sont arrivés sont des travailleurs qualifiés qui ont été sélectionnés sur base de leur diplôme et sur le fait qu'ils maîtrisent la langue. Et ça aussi, c'est un autre paradoxe. Nous sommes une société qui mettons l'accent sur le français. 70% de ceux qui nous arrivent maîtrisent le français. Ce sont des francophones. Mais dans la société, la majorité des gens croient que c'est des allophones. Et ça aussi, c'est un autre paradoxe parce que comment un francophone peut faire reculer le français? Et au niveau de l'accueil, ça aussi, c'est un élément important parce que vu que le français est quelque chose de très important au niveau identitaire, comment on accueille du monde qui, d'une manière, viennent faire reculer quelque chose de si important. Alors, comme francophone, je peux vous dire que ça crée des frustrations incroyables. La première fois que des intervenants en employabilité, je vous dis qu'il y a plus de 100 thématiques, et qui nous montrent en fait que accompagner les nouveaux arrivants pose des défis à tous nos intervenants. Et la première fois qu'on a eu une demande de formation sur les deuils de la migration, ce n'est pas venu des intervenants qui travaillent auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés, c'est venu de la part des intervenants en employabilité. Parce qu'en fait, ils se retrouvaient avec des personnes très scolarisées, francophones, mais à cause de tous les obstacles qu'on a au niveau de l'emploi et au niveau de notre système, ils se retrouvaient devant des immigrants en colère. Alors c'est intéressant, ils avaient demandé la gestion de la colère en intervention, la colère des immigrants. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'il y a un défi, et ça c'est important à regarder si on regarde au niveau des clés, chaque fois qu'on a un défi, nous on s'est dit il faut qu'on crée un espace de dialogue. Parce que ça aussi c'est une autre clé. Les immigrants ont beaucoup de questions à poser sur le Québec et sur les Québécois, mais ils n'ont jamais l'opportunité de le faire. Les Québécois ont beaucoup de questions sur l'immigration et sur les immigrants et ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Alors, il faut créer des espaces de dialogue intéressants. Alors, c'est ce qu'on fait en fait habituellement. Alors, lors d'un des échanges par rapport à cet enjeu-là, les intervenants ont réalisé en fait que la colère des immigrants était légitime. Parce que, effectivement, comment on explique à du monde qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont scolarisés et qui sont francophones, qu'en arrivant, ces deux éléments qui sont des éléments importants pour eux deviennent des problèmes en arrivant. Vous expliquez à du monde francophone qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir de l'emploi parce qu'ils sont francophones, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. C'est un paradoxe. Et beaucoup de personnes qui nous arrivent du monde francophone ne sont pas bilingues par rapport à l'anglais. Ils sont bilingues par rapport à toutes sortes d'autres langues, mais pas uniquement à l'anglais. L'autre chose aussi, j'imagine que vous le savez, nous avons une politique contre le racisme. Et le racisme est un mot tabou dans notre société. Parce qu'en fait, lorsqu'on veut aborder la question du racisme, les gens pensent que les citoyens sont racistes, alors que toutes les sociétés font face au racisme. Et c'est important de pouvoir l'adresser, parce qu'aujourd'hui, la Commission des droits de la personne nous l'a démontré, ils ont fait toute une étude où un CV avec un nom maghrébin ou un nom qui n'est pas d'ici n'était pas appelé en entrevue, et en changeant de nom, on pouvait appeler en entrevue. Et ça aussi, c'est un autre élément, ce qu'on a oublié de préparer effectivement même les employeurs.
Alors, une de nos formatrices, Monique Tremblay, qui travaille avec nous, elle nous l'a posée en 2000 déjà. Avant les accommodements raisonnables, avant la charte des droits des valeurs, déjà à l'époque, il y avait quelques écueils. Elle nous a demandé comment ça se fait qu'on travaille si fort pour que les immigrants soient préparés et qu'on oublie de préparer les employeurs. Parce que si un employeur ne veut pas embaucher pour X raisons, même si on a les meilleurs, ça ne va pas fonctionner. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir, grâce à la formation, je rencontre beaucoup de citoyens très intéressants dans différents domaines. Alors, j'ai rencontré à un moment donné des gestionnaires qui, dans un hôpital, je ne vous dirai pas le nom, qui étaient en train de réfléchir sur la question du défi que l'immigration leur apporte. Parce qu'actuellement, nos hôpitaux, heureusement, grâce au travail qui a été fait au niveau des infirmières, on a une diversité. On a beaucoup d'infirmières ici de l'immigration, dont haïtiennes, et maghrébine aussi, mais là où la diversité n'est pas encore reflétée, c'est dans nos gestionnaires. Donc eux aussi n'ont pas été préparés. À chaque fois que la préparation n'est pas là, vous pouvez imaginer que la diversité, même si c'est une richesse, va poser des défis. Alors je les rencontre, ils sont 45, et dans les 45, aucune, à part une d'origine haïtienne, tous les autres visiblement pas issus de l'immigration, et j'ai compris en fait qu'il y avait une immigration portugaise ou italienne qui était dans la salle. Alors c'est intéressant, moi il m'avait demandé de parler de la question des réfugiés et des immigrants, et à la pause, et ça c'est intéressant de voir que dans une société démocratique, les gens se retrouvent censurés. Alors à la pause, elle est venue me voir, elle m'a dit Madame Oufagari, est-ce que je peux vous poser une question? On a eu une ouverture de poste, et c'était un Mexicain qui correspondait totalement au profil qu'il recherchait. Il dit, mais quand je l'ai rencontré en entrevue, il ne fitait pas pantoute avec l'équipe. Et je ne l'ai pas embauché. Et là, j'ai compris qu'elle me posait une question, en fait, où elle aurait voulu l'embaucher, mais elle s'est retrouvée face à des défis. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, en fait, vous connaissez très bien l'institution, vous connaissez votre équipe et vous avez anticipé des défis. Quand vous avez ces genres de défis, est-ce que dans l'hôpital, vous avez un espace pour en parler? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, maintenant, si on vous aidait à accompagner le Mexicain et à accompagner votre équipe et à vous accompagner, l'auriez-vous embauché? Elle m'a dit le même jour. Et là, je me dis, en fait, effectivement, à part le fait de dire, nous avons des lois et nous avons des politiques, des programmes d'accès à l'égalité, si les moyens et les conditions ne sont pas là, on met les gens dans une situation. Et là, c'est là où je me disais, mais en fait, les immigrants sont aussi pris en otage autant que les citoyens. Et là, je m'explique. Si on n'a jamais immigré, qu'on n'a jamais adopté, qu'on ne travaille pas dans le milieu qui travaille auprès des nouveaux arrivants, l'immigration est nébuleuse. Parce qu'aucun citoyen d'ici ne sera jamais soumis ni aux lois de l'immigration, ni aux politiques de l'immigration. Donc, on se retrouve avec des enjeux, et là, je vais énumérer quelques principaux enjeux que je vois en fait émerger. Un enjeu au niveau des repères, un enjeu au niveau de la reconnaissance, un enjeu au niveau des interactions et un enjeu au niveau de pouvoir. Alors, tous les immigrants qui arrivent, eux aussi ne connaissent pas nécessairement les politiques. Ils font le processus, mais ils découvrent nos politiques, que ce soit d'immigration ou d'intégration, en arrivant. L'autre élément aussi qui est un défi pour eux, même si les gens sont francophones, quand ils arrivent ici, ils découvrent les effets de l'immigration sur eux en immigrant. Et ceux qui interviennent auprès d'eux découvrent les effets de l'immigration en intervenant. Alors en boutade, je dis souvent, comment des perdus accompagnent des perdus. Parce que nos intervenants ou tous nos acteurs ici n'ont pas de repères par rapport d'où nous viennent les gens. Parce qu'en plus, pour mêler les gens, nous avons des problèmes au niveau des statuts, nous avons un problème au niveau... il y a des statuts très différents, il y a des trajectoires très différentes, il y a des vécus très différents. Alors je vous disais qu'ici, on rencontre beaucoup d'immigrants qualifiés et des demandeurs d'asile, malheureusement de moins en moins. Et dans les régions, on rencontre beaucoup des réfugiés réinstallés, sélectionnés dans les camps, et un peu de ceux qui viennent au niveau de la régionalisation. Mais là, le défi qui se pose, c'est que ce que la guerre fait aux populations, les gens n'ont aucune idée. Récemment, j'étais dans une des régions, la directrice, deux directrices et plusieurs des acteurs de la région nous disaient, en fait, nous recevons des réfugiés, des enfants réfugiés, mais nous n'avons aucune idée.
et nous n'arrivons même pas à les situer. Et pour vous montrer la question de l'exclusion, comment elle peut être assez, avoir un impact au niveau du futur, de la relève, parce que là nous parlons des jeunes dans les écoles. Alors il disait en fait, quand ils n'arrivent pas à les évaluer, devinez qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de nos enfants réfugiés qui viennent des camps, c'est des enfants qui ont passé des fois 17 ans. Il y a des enfants qui sont nés dans les camps des réfugiés. Alors, parmi nos professionnels, une des questions qui vont se poser, toute personne qui évalue a un enjeu. Qu'est-ce qui est culturel? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'adaptation? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la pathologie? Alors maintenant, devinez quoi? À un moment donné, tous les petits Congolais qui arrivaient au Burundi étaient étiquetés comme des déficients légers. Alors un enfant qui n'a pas appris et un enfant qui est déficient, est-ce qu'il ne sait pas parce qu'il n'a pas appris ou il ne sait pas parce qu'il est déficient? Alors ce que les professionnels nous disent, mais on n'a rien pour pouvoir les évaluer. De nouveau, la préparation. Au niveau de l'adaptation des outils, je vous dirais que tout azimut, on a des défis majeurs. Alors on a du monde qui arrive, qui ont déjà eu des parcours assez difficiles. On n'a qu'à voir combien nos militaires qui reviennent de l'Afghanistan sont en train de dire comment nos ressources ne sont pas adaptées. Imaginez maintenant quand les gens arrivent avec des trajectoires comme celle-là. Encore plus, ce qu'on a du monde qui arrive maintenant à cause de ces genres de parcours sous-scolarisés ou analphabètes. Alors devinez un peu les défis que ça pose et aux familles et aussi à ceux qui arrivent. L'autre élément qui n'est pas le moindre, dans cette société, toute personne qui ne peut pas verbaliser elle-même sa demande ne peut pas recevoir de l'aide. Alors nous nous retrouvons avec du monde qui, des fois, vu qu'ils ne maîtrisent pas la langue, et même quand ils vont au cours de francisation, l'isolement. Si je peux prendre le mot clé dans tous les échecs qu'on a des fois au niveau de l'intégration, c'est la question de l'isolement. Ceux qui arrivent, qui maîtrisent le français, nos conseillers leur disent sans réseau, pas d'emploi, et sans emploi, pas de réseau. Pour ceux qui étudient le français, actuellement, ils peuvent faire leurs 3 niveaux et ne pas maîtriser le plus que le français. Est-ce qu'on peut réellement maîtriser une langue sans la parler? Et les projets de jumelage qui existaient à l'époque, qui ont été vraiment un facteur très intéressant au niveau de la facilitation et au niveau de l'accueil. Moi, si je pense, comme on parle de l'accueil aujourd'hui, une des questions que les nouveaux arrivants demandent, comment on fait pour rencontrer des Québécois dans cette société? Et je me dis, dans une société qui n'a pas été préparée, ça veut dire que reconnaître, dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaître. Comment on peut connaître, comment reconnaître quelqu'un qu'on ne connaît pas? Alors, toute personne que je ne connais pas et toute réalité que je ne connais pas, devinez qu'est-ce qui se passe? C'est les préjugés, les stéréotypes et les expériences négatives. Alors, imaginez-vous, on est dans un contexte post-accommodement raisonnable et post-charte. Moi, je suis arrivée en 94, donc je peux voir aussi au niveau de la perception. Alors, je terminerai par quelques questions. Dans la perception, comment accueille-t-on quelqu'un dont on a peur? Comment accueille-t-on quelqu'un dont on a construit, et M. Piché l'a très bien énuméré, quelqu'un qu'on a identifié comme un dangereux, quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui va venir abuser et pour qui on fait déjà trop? Alors c'est ça aussi, c'est que un des enjeux aussi, c'est ça, c'est de voir que la rencontre avec l'autre ne se passe pas nécessairement de façon fluide à cause de ça. Et je vous dirais que ceux qui arrivent ont des chocs parce qu'ils viennent transplantés dans un nouveau milieu, mais on a oublié que ceux qui accueillent aussi vivent énormément des chocs. Et une des clés, et c'est une des pistes, qui nous donne des résultats incroyables, c'est lorsqu'on a commencé à s'occuper des chocs des professionnels. C'est là où l'adaptation des pratiques a été possible. Et ils nous ont dit, heureusement que maintenant, il y a au moins quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce que nous vivons. Alors merci. Quelle éloquence. Merci. Alors, multiplier les espaces de dialogue pour aller au-delà donc des obstacles anticipés, des appréhensions qui peuvent prévaloir, la question de l'inadaptabilité des pratiques et la non-préparation des acteurs et des groupes. Je synthétise sommairement, schématiquement, mais on y reviendra donc dans la période d'échange. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé le mot charte tout à l'heure, je ne sais pas d'où il est tombé. Alors...
Un peu d'humour, mais je ne sais pas comment tu as fait pour l'intégrer dans ta présentation aussi. Alors, la troisième présentation, Martin Jalbert, donc à ma gauche. Et il est bien en place. Professeur de littérature au Cégep Marie-Victorin, militant au sein du collectif Éducation sans frontières, affilié à l'organisme Éducation sans frontières. Il est également un collaborateur du secteur Vivre ensemble du Centre Justice et Foi. Martin Jalbert s'intéresse également aux enjeux autour des luttes pour la démocratisation des frontières. Alors, sa communication portera sur les restrictions symboliques à l'hospitalité, notamment à la fois dans les discours sécuritaires et certains discours nationalistes identitaires. Il va aussi intégrer une lutte importante qui est la question pour la scolarisation des enfants sans statut. Une vingtaine de minutes, Martin. Tu n'auras pas de cadeau par rapport aux autres. Merci Mouloud pour cette invitation qui était un honneur, qui est un honneur pour moi. On m'a demandé de parler à partir de la lutte dans laquelle je suis impliqué, à Solidarité sans frontières, qui lutte pour un programme de régularisation complet et continu de tous les migrants sans papier, contre les déportations, contre les détentions et contre la double peine. On m'a demandé de parler, d'intervenir à partir de la rationalité immanente à cette lutte et éventuellement de dégager de cette rationalité en acte une pensée de l'hospitalité. Ce qui m'intéresse d'abord dans cette invitation, c'est le à partir de, parce qu'il m'apparaît que la question de l'hospitalité est une question foncièrement topologique, c'est-à-dire c'est une question qui exige qu'on tienne compte de la question subsidiaire du lieu, du rapport au lieu. Aussi bien le lieu symbolique à partir duquel on parle ou on pense, donc ce qui est présupposé quand on parle et quand on pense, que l'espace à partir duquel on reçoit ou on ne reçoit pas. C'est que l'hospitalité est une modalité de l'agir humain, individuel et collectif, dont les pratiques, instituées ou non, codifiées ou non, impliquent qu'un des pôles de la relation, celui qui reçoit, occupe un espace d'où il peut recevoir, et ce lien avec cet espace lui procure un droit, un pouvoir sur quelqu'un d'autre qui tente d'entrer ou qui entre dans ce lieu. Cette relation n'est donc pas simplement une relation d'altérité, c'est aussi une relation qui implique une inégalité contingente en raison des rapports différents au lieu où se fait l'accueil. Et ça me semble important de le souligner parce que c'est souvent le déni des avantages et des pouvoirs dont on profite en vertu de la place qu'on occupe dans les rapports sociaux inégalitaires. C'est souvent le déni de ces avantages-là qui favorise la reconduction, le maintien, sinon l'accroissement des inégalités, des pouvoirs et des inégalités qui profitent toujours à quelqu'un. Alors que de le reconnaître, au moins, ça favorise peut-être, c'est la condition première pour laisser la place à une relation où l'on se veut, soi et l'autre, des égaux. La figure de l'hôte, H-O, accent circonflexe T-E, qui s'impose à nos esprits quand on pense la question du rapport au lieu, ça reste spontanément, je crois, la figure du propriétaire des lieux. Il pourrait y en avoir d'autres, en fait. Si on allait du côté de la philosophie amérindienne ou autochtone, on trouverait du côté de toute la réflexion du rapport au territoire, du rapport aux ressources. La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Et aussi, si on allait du côté du principe de coexistence et de partage des terres, on pourrait trouver une réflexion sur l'hospitalité beaucoup plus approfondie. Mais dans nos manières d'envisager, peut-être envisager sans penser aussi l'hospitalité, la figure qui vient de l'hôte, c'est la figure du maître de maison, du propriétaire, du maître de séance, de celui qui dispose de l'ensemble des pouvoirs sur les lieux, y compris des pouvoirs que s'est arrogé l'être humain à travers les siècles sur la nature. Donc le rapport au lieu est un rapport de possession, de domination, de domestication. L'être humain le transforme et l'aménage selon son bon vouloir. Il lui revient d'en prendre soin ou de les piller, de les protéger ou de s'en départir ou de les vendre. Cette figure de l'hôte propriétaire charrie à sa suite une série d'images qui viennent de la sphère privée. Images de chez soi, de cellules, de cocons, d'ordre, de contrôle, de portes, de serrures, de grillages, clôtures, blindages, système d'alarme, code d'accès, interdiction de passer, voire fortifications, murs, murailles, barbelés, sentinelles. Des images, évidemment, qui ont des compléments sous-entendus, des figures d'extériorité, de dehors, sauvages ou barbares, menaçants, hostiles, inquiétants, se multipliant, conquérant, envahissant, etc. Voilà peut-être le théâtre d'ombre, le décor de fond, plus ou moins avoué, la scène sur fond de laquelle se détachent les manières communes d'envisager les migrations et la venue et la présence des migrants. Une véritable pensée hospitalière de la migration et de l'hospitalité doit composer non seulement avec ces images, mais aussi avec les affects que ces images nourrissent. L'angoisse, l'insécurité, la peur, car ces images, ces affects, tout ce théâtre sous-entendu, sont au fondement de cette chose qui traverse les grands discours contemporains qui vont dans le sens de l'inhospitalité, ces grands discours qui sont
que sont le discours sécuritariste et le nationalisme identitaire. Ce quelque chose qui fonde ces deux discours, c'est la pulsion de protection de soi et de ses avoirs et de ses possessions. Cette pulsion, qui est fondée sur la fiction de la persistance de soi comme identique à soi et du monde comme identique à lui-même, traverse, je l'ai dit, le discours sécuritariste et le nationalisme identitaire, qui se présentent souvent comme les voies à suivre pour faire contrepoids à l'anonymat des relations marchandes et à la libre circulation des individus favorisés par l'intégration des économies dans le marché mondial et les pertes de pouvoir des États-nations. Je souhaite avancer l'hypothèse suivante, peut-être naïve, mais allons-y pareil, suivant laquelle rien n'empêche les hommes et les femmes de vouloir l'hospitalité la plus grande qui soit, de se vouloir hospitalier et hospitalière à l'égard des humains de l'horizon qui viennent frapper à leur porte, sinon cette pulsion de protection de soi et de ses possessions et ses compléments, les sentiments d'insécurité et son paroxysme, la peur. Évidemment, notre hospitalité est déjà limitée par cette stratification instituée de peur et d'insécurité historique que sont les frontières, que ces frontières soient accompagnées des murs dont Victor Piché parlait, les 25 murs qui existent à travers le monde. Et là, je parle des frontières non pas au sens des délimitations plus ou moins naturelles d'un territoire où on se conçoit comme le gardien ou le propriétaire, mais les frontières telles qu'elles existent depuis peu, c'est-à-dire le 19e siècle, comme condition imposée à la libre circulation des personnes à travers diverses formes d'obligations d'autorisation de séjour. Passeport, visa, permis, carte, etc. Les frontières agissent ainsi comme un facteur de complication trop souvent fatal de l'invariant anthropologique qu'est la migration, un phénomène qui reste essentiellement lié aujourd'hui à l'ordre capitaliste mondial, à la division internationale du travail, aux inégalités que favorise le capitalisme entre les régions du monde et à la dépossession des ressources collectives du Sud par les États et les compagnies du Nord. Dans ce contexte, la migration, que compliquent les frontières, peut être conçue comme un phénomène d'atténuation des écarts de richesse créés par le capitalisme mondialisé, sans même que des gestes politiques soient encore posés qui découleraient du principe de redevabilité des États riches envers les populations prolétarisées. Donc ces frontières sont devenues de véritables cumuls historiques de restrictions à l'hospitalité, parfois résolument racistes, toujours discriminantes à des degrés variables, dont la fonction est de contrôler la migration humaine, ce qui veut dire en faisant le partage entre ce qu'on accueille, ce qu'on n'accueille pas, ce qu'on sélectionne, ce qu'on rejette. Et la perspective de cette humanité jetable et jetée permet de comprendre globalement le fonctionnement des systèmes migratoires et asilaires et leur nature discriminatoire et violente. C'est la réalité concrète des rejets créés par les frontières. Ce sont des morts chaque jour, on en a parlé tout à l'heure, sur les chemins de la migration. Ce sont des détenus, ce sont des êtres détruits et des vies brisées. La réalité de cette humanité indésirée n'est pas une erreur de parcours destinée à disparaître d'elle-même. Au contraire, si le nombre de déportations a augmenté de 50% au cours de la dernière décennie au Canada, si le nombre de sans-papiers a aussi augmenté, ce n'est pas parce que plus de migrants viendraient cogner à la porte du Canada, mais parce que la tendance de nos États est d'accroître considérablement la part de contraintes de leur politique d'immigration et d'asile et de réduire l'offre d'opportunités que présentent par ailleurs ces politiques. Le système d'immigration canadien est de plus en plus fermé en raison de sa nature hyper-sélective, on en a parlé tout à l'heure, de sa nature élitiste et discriminante, motivée d'abord et avant tout par une raison d'État néolibérale, des impératifs d'ordre économique définis par le monde des affaires et une logique utilitariste qui voit dans l'immigration une manière d'élargir le bassin de main-d'œuvre disponible en attirant des travailleurs qualifiés pour la formation desquels l'État n'a pas déboursé un sou. Quant au système asilaire, donc le Canada rejette de plus en plus, dans des proportions de plus en plus élevées, des demandes d'asile, entre autres en mettant en place des règles administratives dont la fonction évidente est de réduire les volumes, sous prétexte de désengorger le système par exemple. Cette double fermeture accrue a pour corollaire un usage de plus en plus grand, décomplexé et normalisé d'une violence étatique et institutionnelle, la détention, comme dans des centres, comme ici à Laval, les centres de détention pour immigrants, ou la déportation de personnes et de familles entières que le Canada renvoie en se lavant les mains du sort qui les attend. On sait que plusieurs migrants déportés sont morts aussi dans les semaines et les mois qui ont suivi leur expulsion. Il reste une autre voie pour cette humanité déportable. C'est la voie de ceux et celles qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, un ordre d'expulsion, et qui séjournent quand même parmi nous en tentant d'échapper à la prise par l'État, à la déportation et à tout ce qui peut venir avec le retour forcé au pays quitté. Pour toutes sortes de raisons qui sont aussi sérieuses les unes que les autres, ils se sont engagés sur les chemins
migration, mais se sont heurtés à la fermeture des systèmes migratoires et asilaires existants. Les voilà donc engagés sur de nouvelles routes, tout aussi éprouvantes, de la résidence non officielle, parce qu'entre deux galères, ils ont choisi avec courage celle où ils pourraient manger, où leurs enfants auraient un peu de sécurité et où il restait un peu d'espoir qu'un jour ça puisse s'arranger. Mais la tentative d'échapper à l'inhumanité des décisions et à la violence de l'État a un prix élevé. C'est le prix d'une vulnérabilité humaine et sociale, indirectement créée par la violence des frontières et de l'apartheid global que créent ces frontières. Vivre dans une société où l'État ne vous reconnaît pas de statut, c'est vivre dans des zones d'infradroit où l'on est privé des services essentiels et des droits fondamentaux qui viennent avec la citoyenneté juridique. Et là, bon, je passe un peu rapidement, mais c'est les soins de santé, c'est l'éducation évidemment, c'est les normes de travail, etc. Pardon. Cela exige donc des efforts de survie constants, un sens de la débrouillardise hors du commun, des tactiques de contournement. Le sans-papier, nous on préfère parler de sans-papier plutôt que d'irrégulier. Le sans-papier est la version moderne de cette altérité antique qu'était l'homme maudit, mais c'est aussi un alias du paria, l'être en conflit permanent avec la loi et l'État, suspect aux yeux de la société, notamment parce qu'il est ou semble sans État et sans loi, mais qui s'en tire, à force de ruse et de débrouillardise. C'est Charlot, en somme, quoi. C'est-à-dire ce personnage créé par Charlie Chaplin il y a maintenant 100 ans. Je reviens maintenant à mon hypothèse de tout à l'heure. Ce qui nous empêche de vouloir l'hospitalité la plus grande qui soit, ce qui nous empêche aussi de vouloir mener à terme la lutte aux frontières, la lutte pour démocratiser les frontières et l'accès à la libre circulation, ce qui nous empêche de vouloir des actes de décision annulant tout le cumul historique de restrictions à l'hospitalité qui sont sédimentées aux frontières et toute cette violence dont je viens de parler, eh bien, c'est la pulsion d'autoprotection, la pulsion de protection de soi, le sentiment d'insécurité et la peur qui peut prendre diverses formes complémentaires. J'en énumère quelques-unes. Peur qu'on profite de nous, peur de se faire violenter, peur de se faire avoir, peur que les nouveaux problèmes arrivent, que le crime augmente, que le monde change, peur de perdre sa maison, donc peur de connaître en quelque sorte la condition insécurisante du migrant en quête de refuge, peur de disparaître, etc. La peur n'est pas un obstacle négligeable. Le sentiment d'insécurité, ça ne s'évanouit pas comme ça par enchantement à partir du moment où il est nommé. Au contraire, peut-être qu'une véritable pensée de l'hospitalité doit faire avec la peur et l'insécurité. C'est peut-être une première hospitalité même d'admettre les peurs comme des réalités qu'il ne faut pas juger moralement, mais qui méritent de figurer au centre de nos discussions rationnelles, mais pas en sous-main, pas en marge, pas en latence, pas en présupposé comme ça arrive trop souvent, mais au grand jour, en fait. En même temps, on doit se garder d'instrumentaliser une telle inclusion qui pourrait servir à faire violence si elle était un déni de tout coefficient d'effectivité des réalités dont on parle, si elle servait donc à discréditer d'entrée de jeu les propos sous prétexte qu'ils reposent sur des imaginations infondées. La grande difficulté avec les peurs vient d'être capable de faire le partage entre ce qui vient du dedans et du dehors, quoi, entre ce qui vient d'une insécurité d'un sujet et ce qui vient des réalités dont le sujet fait l'épreuve. Les peurs ne viennent pas seules, elles sont les signes de quelque chose et il n'est pas toujours aisé de décoder de quoi elles nous informent, du sujet qui les éprouve ou bien des réalités qui alimentent la peur ou des deux. Enfin. Et l'analyse doit se faire ainsi à la double condition de ne pas contester d'entrée de jeu ce que des sujets sont en mesure de dire sur des réalités et en même temps de ne pas tenir les réalités désignées pour incontestables. Et c'est pas simple parce que le propre des discours fondés sur la peur, c'est de précipiter les conclusions et d'en appeler un redressement d'urgence. C'est tout le contraire de la temporalité plus lente exigée par l'analyse et l'épreuve des faits, quoi. Une autre difficulté pour penser hospitalité et peur en même temps, ça vient du fait que la peur est généralement inadmissible, pas au sens de moralement inacceptable, mais au sens de c'est quelque chose dont l'esprit accepte difficilement d'admettre l'existence et l'activité. Cet aspect m'intéresse parce qu'il y a trait au rapport à soi, en fait. L'insécurité n'a généralement pas de place dans nos représentations, disons, valorisantes de nous. On se préfère rationnel, solide, en contrôle, en pleine possession de ses moyens, lucide, calme, capable de faire face à l'adversité, à la critique, fort, plus fort en tout cas que ces émotions puériles qu'est la peur. Nous nous aimons en souverain ou en souveraine, en puissant, en être solide. Et admettre nos peurs, c'est admettre que notre souveraineté est incomplète, que notre puissance ne règne pas sur tout en nous, qu'elle doit partager cet espace psychique avec autre chose que nous n'aimons pas et dont nous ne voulons pas. Cette reconnaissance donc de la peur en nous oblige donc à revoir les représentations sécurisantes ou communément admises qu'on se fait de soi et des choses. C'est sans doute pourquoi il est beaucoup plus facile, plutôt que d'admettre qu'on est habité par des peurs ou une insécurité, il est beaucoup plus facile de tenir l'idée de sa précarité comme étant une donnée objective, comme étant
incontestable, comme étant une évidence, comme un fait communément admis. Et au Québec, on a une tradition plus que centenaire sur les représentations de la collectivité qui est marquée par l'incertitude de sa pérennité. On a longtemps parlé de la précarité de la race, de la mission collective, de l'usage public de la langue française. Depuis une dizaine d'années, on insiste davantage sur la précarité de la culture nationale, un terme dont les contours sont particulièrement flous, qui ne se limite pas à la dimension linguistique, mais qui semble désigner obliquement une totalité organique et homogène, où l'ensemble des faits associés à cette culture, des pratiques sociales les plus banales, aux choses de l'esprit, seraient censés incarner en continu et en permanence la totalité de cette cohésion. Et c'est ce paradigme qui remonte au nationalisme identitaire du 19e siècle, qui est revenu en force dans la dernière décennie, au moins depuis que Jacques Godbout prédisait la fin du Québec pour 2076, en raison d'une immigration tribale venue, je cite, avec ses costumes, ses coutumes, sa religion et sa télévision. Fin de la citation. Si on essaie d'accorder une place à nos peurs sans les juger, on en viendra peut-être à reconnaître leur existence en nous sans en être effrayé. Reconnaître la peur sans en être effrayé, c'est peut-être reconnaître que quelque chose nous visite qui demande à être compris, que ça s'invite, que ça est là, avec quoi on est appelé à composer, qui fait peut-être et qui fera peut-être partie de nous, pas de l'image la plus valorisante de nous, ou de l'image figée qu'on avait de nous, qui nous a peut-être d'ailleurs été suggérée par ailleurs, une image qui est figée dans le passé, dans un passé lointain ou récent. C'est accepter que quelque chose vienne donc bousculer notre image de nous, qui demande à être prise en compte dans cette représentation de nous. Non pas pour nier que nous sommes plein d'autres choses à part ça, dont cette souveraineté dont je parlais, une liberté plus ou moins grande, c'est-à-dire une capacité d'agir dans la société dont on est membre, une volonté, des forces, parfois la capacité d'être plus fort que sa peur. Ce que je tente de faire ici, en fait, c'est d'essayer de passer de l'image d'un souverain hôte à l'image d'un autre souverain hôte, d'un souverain hôte qui vit l'arrivée et l'accueil d'une extériorité sur un mode malheureux, comme une intrusion forcée, dont résulte forcément une perte, à un autre souverain, peut-être paradoxal, dont la souveraineté serait plutôt fondée sur un sentiment de soi qui impliquerait un accueil plus confiant de quelque chose qui lui échappe, qui impliquerait un accueil plus confiant, donc comme je disais, et qui impliquerait d'accepter que quelque chose échappe à son pouvoir. Une souveraineté peut-être paradoxale où le sentiment de soi irait avec l'acceptation de la porosité de ses frontières et de l'instabilité. Un souverain dont l'épanouissement impliquerait de reconnaître une part d'inconnu, plus précisément. Mais je ne crois pas qu'on passe d'une logique fondée sur la pulsion d'autoprotection à une logique d'hospitalité fondée sur l'acceptation de l'inconnu par une incantation magique, par un décret, surtout pas par un impératif éthique, un « il faut s'ouvrir » ou un devoir d'hospitalité. Je ne crois pas qu'il y ait un devoir d'hospitalité. On ne doit pas forcer les gens à être hospitaliers, mais on doit tenter de créer les conditions pour que chacun en vienne à vouloir l'hospitalité, pour qu'on sente que sa propre hospitalité est une liberté et qu'elle peut s'inscrire dans une fidélité à soi-même. Cette hospitalité exige donc que l'autre travaille un peu sur lui-même et son rapport à lui-même. Pour ça, il faudrait peut-être d'abord et avant tout que le sens de l'autre cesse d'être posé comme le contraire du souci de soi, qui est un lieu commun dans ces discours dont je parlais tout à l'heure. Le sens de l'autre ne s'oppose au souci de soi que dans l'égoïsme. Aussi bien l'égoïsme individuel que l'égoïsme national, la version collective du moi d'abord, un sentiment de revendication de soi où le rapport aux autres relève de l'hostilité, de la comparaison, de la hiérarchisation, de la rivalité, de la concurrence devant mener, comme dans tout jeu de compétition, à une somme nulle. Il ne peut pas y avoir gagnant-gagnant. Il faut qu'il y ait un gagnant puis des perdants, puis c'est pas nous qui allons occuper le poste de perdant. Dans cette perspective, le rapport aux autres est perçu ou ressenti ou bien comme une manière de se faire fourrer, ou bien comme une manière de se renier, ou éventuellement de s'oublier, de se suicider, etc., etc. Mais est-ce que je peux avoir encore un petit 2 minutes pour conclure? 2 minutes, ça, pas plus. D'accord. Est-ce que je suis en train de faire, en parlant de rapport à soi, de fidélité à soi, une trop grande concession au nationalisme identitaire et à ces voix qui répètent au fond de la forteresse égocentrée, nos murailles sont en plastique, notre acropole en papier mâché? Et je ne sais pas, je sais cependant que ce serait un gain non négligeable si on réussissait à problématiser la pensée de l'identité, à faire apparaître l'identité comme étant un rapport à soi d'abord et avant tout, une ipséité, et non pas une possession d'un bien identifiable, réidentifiable, une mêmeté, un invariant intemporel dont on pourrait déterminer avec précision le contenu, ce qui conduit
conduit généralement à une hypertrophie du moi, sinon à des caractérisations stéréotypées, des typifications appauvrissantes. Je suis autre chose qu'un représentant de ma patrie, mobilisable dans la fausse rivalité avec les autres cultures et les autres nations, autre chose qu'un exemplaire interchangeable d'une série culturelle ou d'une totalité organique, autre chose qu'un citoyen ou une citoyenne d'un État-nation déterminé. Si la vision du monde qui me constitue ne se réduit pas à des réalités culturelles censément incarnées dans des pratiques sociales normalisées, si je sens le sort des opprimés, des racisés, des exclus, si je sens que leur sort concerne le mien, si je suis capable de sentir comme inacceptable la situation des humains les plus avilis parmi nous, auxquels les États ne reconnaissent pas le droit de migrer, si les vérités que j'éprouve comme vraies me constituent, me destituent comme individu, m'éloignent de certains et m'apparentent à ceux et celles qu'elles portent aussi, si le chemin que m'indiquent ces vérités, si c'est ce chemin qui me révèle à moi-même tout en me donnant des formes non nationales de communauté qui sont autant de lieux possible de la politique, c'est que je suis aussi ce dont je suis capable, une aspiration à la liberté, un souci d'égalité, un sens de la solidarité avec les opprimés d'ici et d'ailleurs, y compris les opprimés d'ailleurs quand ils essayent de migrer ici. Le sens de la justice avec lequel se mènent les luttes politiques les plus nobles ne trouve pas son origine et son sens dans l'égoïsme national. Le sens du juste s'enracine dans une partie de moi où je suis capable du sentiment de la misère humaine, où j'ai horreur de l'avilissement de l'homme par l'homme. Le sens du juste prend racine dans cette filiation aux autres qui est une filiation à moi, là où à l'ombre des dominations je me reconnais comme quasi autre et où je reconnais l'autre comme quasi semblable. Le sens du juste s'enracine en moi, là où je suis, sans n'être que cela, un enfant de quelque chose de plus grand que la somme des personnes concrètes à qui je dois ce que je suis, c'est-à-dire une culture, quelque chose qui contribué à me former, à me structurer, qui m'a fourni un fond d'image, de musique, de figures, de noms, etc. Quelque chose qui ne doit être ni magnifié ni condamné, quelque chose qui a un droit égal à l'existence en tant que version particulière de l'humanité, parmi d'autres qui ont aussi un droit égal à l'existence. Le sens du juste s'enracine dans cet enfant, on est quelque part, mais aussi là où je suis concerné par le sort des autres êtres humains. Le sens du juste s'enracine là où cet enfant en moi se sent lié à l'humanité d'un charlot et de tous les êtres d'ici et d'ailleurs qui doivent ruser contre la loi et l'État, qui tentent de s'aménager une vie à force d'ingéniosité, de créativité, d'entraide, de solidarité, de lutte collective. C'est à ce frère que j'aurais voulu laisser le dernier mot, à Charlot, à ces dernières phrases du film, dans le film Le Dictateur, qui formule un appel aussi juste, simple et exigeant à une fraternité entre les peuples, à une hospitalité radicalement hospitalière, au sein des luttes politiques contre les dominations, car ce sont ces luttes qui restent un des plus hauts lieux d'hospitalité, où des nationaux et des non-nationaux, des natifs et des migrants peuvent se rencontrer comme des quasi-semblables et éventuellement former une nouvelle majorité, la majorité des sans-parts, contre la véritable minorité qui sont les élites dirigeantes et économiques, qui sont les premières à avoir intérêt à ce qu'on se tourne les uns contre les autres. Mais là, je n'ai pas le temps de vous citer Charlot, vous me la demanderez en rappel et je vous la ferai volontiers. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Martin Jalbert. Alors, j'ai compris que tu poses la question de la contingence des frontières dans le paradigme de la démocratisation qui te semble impérative et non pas dans celle de l'abolition. J'ai déjà remarqué cette position. Donc, tu mets tout cet enjeu sur la contingence des frontières qui se pose en lien avec la question de la libre circulation et à partir de ta réflexion sur l'hospitalité, l'importance d'infléchir la posture de domination qui est inhérente au fait d'accueillir, tu appelles donc à infléchir les mécanismes de domination qui prévalent dans le rapport que l'accueillant a avec l'accueilli. Donc c'est tous des enjeux qu'on va pouvoir approfondir. Sans doute que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais tu seras appelé à préciser ta pensée. Voilà. Alors, avant donc de passer la pause,